La version 20.1 de DaVinci Resolve était à peine sortie, ben ça y est, on est déjà à la 20.2. Pour l'instant, il y a une espèce de vent de folie sur DaVinci Resolve, c'est nouveauté sur nouveauté, il y en a encore plein avec cette version 20.2, on voit tout ça en détail. Bienvenue sur Joli Pixel, la chaîne de la post-production en général et de DaVinci Resolve en particulier, qui était en très grande forme, DaVinci Resolve. La 20.2, donc, déjà. Alors, plein de nouveautés, vous pouvez retrouver l'ensemble sur un document PDF que vous pouvez télécharger dans la partie support du site de Blackmagic Design. Vous allez dans la partie DaVinci Resolve, vous allez assez vite trouver le petit document avec toutes les nouveautés. Moi, je vais vous décrire toutes celles qui m'ont vraiment énormément plu, qu'on attendait dans certains cas depuis très longtemps. Allez, assez de là, je vous montre ça. Première chose, ici, il y a un petit redesign de ces petits boutons là, vous voyez, qui sont un petit peu différents. C'est le bouton qui permet de choisir dans quelle piste vont se retrouver les images sources une fois que j'aurai cliqué soit sur les petits boutons qui permettent de faire insert, overwrite ou autre, ou que j'aurais fait ce déplacement vers l'une de ces autres fonctions d'édition. Dorénavant, voilà, c'est un petit bouton bleu, c'est un petit peu plus lisible, je trouve ça pas mal. Vous pouvez très facilement le déplacer ou le tenir et le déplacer comme ça. Simple petit redesign, pas de quoi fouetter un chat, vous allez me dire, et tant mieux parce que mon chat n'adorerait pas. Autre redesign, et là je trouve un petit peu plus pertinent, c'est le Auto Track Selector. Avant c'était une petite icône toute crognogneuse comme ça, toute petite blanche. Maintenant c'est une grosse case rouge et c'est bien, parce que le Auto Track Selector c'est indispensable si vous ne savez pas ce que c'est. Là j'avais fait une vidéo qui vous en parle, donc allez la regarder. Donc maintenant c'est beaucoup plus facile de savoir qu'est-ce qui va être affecté par mon Auto Track Selector, donc c'est pas mal du tout. Mais, et là ça devient vraiment très intéressant, il y a à la place donc de l'ancien Auto Track Selector une nouvelle icône, le Disable Sync Lock. Et ça, c'est vraiment très bien. Ça permet de créer une nouvelle façon de faire du ripple. Alors, d'abord, voyons comment ça se passait avant. Je vais du coup désactiver ici l'entièreté de mes Disable Sync Lock. Toutes mes pistes, je les ai désactivées en termes de Sync Lock. Et donc, comment est-ce que ça se passait avant? Ben, avant, si par exemple, je voulais utiliser ici mon outil de trim, et que je voulais faire un ripple, c'est-à-dire que je veux reculer ce clip-ci, effectivement, ça fait un ripple, c'est-à-dire que tout ce qui est derrière va également reculer. Donc tout ce qu'il y a sur cette piste recule également. J'avais rajouté un petit marqueur pour indiquer ce clip-là, il est synchronisé avec ça. Donc si par exemple j'ai mis ce clip parce que particulièrement il y a quelque chose qui m'intéresse dans l'image à cet endroit-là précis, ou le son à cet endroit-là précis, avec l'ancienne méthode, lorsque je faisais un ripple, ben je désynchronisais. Pas forcément grave, mais en tout cas c'était le comportement d'office. Alors que maintenant, si j'active le Enable Sync Lock, ce qui se passe c'est que dès que je vais appuyer et commencer à bouger, regardez, boum, ça a créé une coupure dans le clip d'en dessous, ce qui me permet de faire ici un ripple sur l'ensemble des pistes, c'est-à-dire qu'elles vont toutes garder la synchro. Étant donné que j'ai pu la couper, du coup, il peut faire également un ripple sur le clip du bas et même sur le clip du haut. Pourquoi? Parce que ces trois clips ont bien le sync lock qui est activé. D'ailleurs, vous voyez que je peux même revenir en arrière et ça remet les pistes là où elles étaient avant que je commence l'opération. Et si j'avais désactivé le sync lock pour celle-ci, alors ça aurait fait le même principe. Je vais revenir tout à fait en arrière. Donc, je désactive le sync lock uniquement pour celle-là. Les autres, elles sont bien activées. Et si maintenant je fais de nouveau mon ripple, au moment où je recule, ça crée bien toujours la coupure pour le clip d'en bas, étant donné qu'il y a un sync lock sur la piste d'en bas. Mais ici, si je recule, vous voyez que ça garde uniquement la synchronisation sur les pistes 1 et 2, et non pas la 3, étant donné que le sync lock est désactivé. Ça ouvre plein de possibilités, ça va vraiment nous simplifier la tâche. Merci Blackmagic Design. Un nouvel effet fait son apparition dans la page Color. Alors on va rajouter cet effet, il s'appelle le Cinematic Haze. Qu'est-ce que ça fait? Ça crée une espèce de petite brume artificielle. C'est des choses qu'on pouvait déjà faire avant en combinant d'une part un depth map avec un effet fast noise avec d'autres choses. Là, tout est recentralisé dans un seul plugin, du coup c'est beaucoup plus facile à utiliser. Petite démo rapide. Ici d'une part il y a, comme je vous le disais, la partie depth map. Donc là je peux faire une preview de ma depth map et choisir voilà où est-ce que je mets ma limite, c'est-à-dire à partir de où est-ce que je veux que l'effet commence et où est-ce que je veux donc là, avant et arrière quoi. En gros, je retire ma depth map et à présent je vais un petit peu changer ici les réglages de mon brouillard. Vous voyez ici le bel effet de brouillard que ça crée, qui est assez crédible vraiment. Si on regarde avant, après, j'ai quand même un brouillard qui est assez crédible. Et ce qui est intéressant, c'est étant donné que ça suit un depth map, donc une carte de profondeur, l'effet va être plus ou moins important selon la profondeur de ce qui a été filmé dans l'image. Donc vous voyez par exemple que aussi au début, si je remonte tout au départ, mon personnage il est tout devant, donc il n'est pas du tout affecté. Et plus il va avancer, et plus il va se retrouver plongé dans les limbes de la brume. En plus de ça, on peut modifier vraiment
vraiment plein de choses. On peut rajouter du mouvement dans cette brume, on peut rajouter des effets lumineux. Bref, c'est très complet, très bien foutu. On peut dorénavant créer des custom metadata, donc des métadonnées personnalisées. C'est pas mal. Alors, je regarde ici, je suis sur un clip, voilà, ce clip-ci, et je vais aller ici dans mon inspecteur de metadata, et ici, dans les 3 petits points, je peux aller faire Create Custom Metadata. Imaginons par exemple, je veux repérer un petit peu tous les plans dans lesquels il y a une possibilité de créer un bêtisier. Et ben voilà, ici, je vais créer un petit bouton bêtisier, donc je vais l'appeler bêtisier. J'ai dit un bouton parce qu'on a le choix entre plusieurs types de champs. Ici, je vais prendre un checkbox, voilà. Et je demande également qu'il apparaisse dans tous les projets. C'est-à-dire que non seulement c'est une métadonnée personnalisée qui apparaîtra dans mon projet, mais également dans tous les autres projets au sein d'une même bibliothèque. Là, je fais Add. Et à présent, pour le voir, évidemment, cette métadonnée personnalisée, je vais aller ici dans le petit menu déroulant et je vais aller dans Custom et je retrouve ici ma métadonnée bêtisier. On va rajouter d'ailleurs une petite deuxième. Je fais de nouveau 3 petits points. Cette fois-ci, je vais pas aller dans Create, mais dans Manage Custom Metadata. Je retrouve d'une part la première metadata. Je vais rajouter une petite deuxième. Tiens, voilà, en faisant Add, je vais indiquer, voilà, type de bêtise. Là, je vais mettre ça dans un champ texte, même dans un champ texte assez grand. Voilà, text input, c'est un petit champ texte. Text area, c'est un champ texte un peu plus grand. Je peux d'ailleurs également retirer certaines métadonnées personnalisées ou en rajouter ou en modifier l'ordre. Ici, je fais close et je retrouve maintenant mon champ type de bêtise. Je peux après aller dans tous mes plans et dire, ok, ça, c'est une bêtise parce que gna gna gna. Là, ce plan-là, bah, c'était une bêtise parce que nu. Seule chose que je regrette, c'est que dans cet ensemble de champs personnalisés, on puisse pas rajouter des champs existants. C'est-à-dire qu'on est obligé ici de passer de, par exemple, shoot and scene, qui est quand même vachement utile souvent, à ensuite custom si je veux rajouter uniquement mes champs personnalisés. Ça, c'est dommage qu'on puisse pas se faire vraiment un ensemble de champs qui contient à la fois des champs personnalisés et des champs préexistants. Espérons que ça change, si ça se trouve, ça sortira dans 2 semaines. Tellement pour l'instant, les mises à jour s'enchaînent, croisons les doigts. Petite nouveauté encore dans le nouvel éditeur de keyframe est sorti avec la version 20, qui a été améliorée dans la 20.1, qui est encore améliorée dans la 20.2. On sent qu'ils y mettent un paquet. Ça fait un bout de temps que l'on demandait à un vrai éditeur de keyframe digne de ce nom. On nous l'a donné et on sent qu'ils veulent vraiment qu'il soit irréprochable. Ben, ça continue d'avancer dans ce sens. D'une part ici, si je vais ici dans mon éditeur de keyframe principal et que je me mets en mode courbe, eh bien avant pour sélectionner l'une ou l'autre courbe à voir, j'étais obligé d'aller sélectionner et désélectionner un à un chacun des points. Dorénavant, il est possible de choisir plusieurs d'un coup avec le fameux Shift-Click. Donc, je clique sur la première, puis je fais Shift-Click sur le dernier. Sauf que, pour l'instant, il y a un bug. C'est-à-dire que vous voyez qu'il y en a 5 normalement qui devraient apparaître, et là, je n'ai que 4 lignes. Apparemment, à chaque fois, la dernière ligne sur laquelle on clique, elle n'est pas prise en compte. Donc, il y a un petit bug. Si je désactive et réactive, là, elle réapparaît. Bug à corriger. Ça marche également pour la désactivation. Et autre chose qui est pas mal, c'est le Alt-Click. Si je fais Alt-Click, par exemple, sur Zoom Y, il y a uniquement Zoom Y qui reste, et ça désactive les autres. Ça, je pense qu'on va beaucoup s'en servir. Quand on a beaucoup de courbes avec beaucoup d'animations, ça devient un petit peu le bordel. En général, on s'attache à uniquement une courbe pour travailler. Le alt-click, ça va régler pas mal de problèmes. Une fonction Remove Silence enfin parfaite. Dans la version 19 était apparu le Remove Silence depuis la fenêtre de transcription. Ça marchait pas. Ça marchait pas parce qu'il n'y avait aucun réglage, donc des fois c'était bien, c'était quand même assez rare que ce soit bien, mais des fois ça coupait trop tôt ou trop tard, bref c'était inutilisable. Puis dans la version 20 est sorti dans la page Fairlight un Remove Silence qui marchait très bien parce qu'il y avait enfin des réglages fins, mais ça ne coupait pas la portion vidéo qui correspondait au silence, donc naze. Il y avait moyen de contourner le truc, j'ai même fait une vidéo là-dessus qui maintenant est complètement obsolète parce qu'on a enfin réglé le problème. Démonstration. Dans ce clip-là, vous voyez qu'il y a plein de silences, des moments où je ne dis rien du tout, je veux m'en débarrasser. Eh bien, maintenant que ce clip est sélectionné, je vais dans Clip et je vais ensuite dans Audio Operations et je vais dans Ripple Delete Silence. Ça m'ouvre la même fenêtre qu'il y avait dans Fairlight qui permet de customiser. Donc d'une part, j'ai un petit peu agrandi pour que vous voyez mieux un petit peu ce qu'on fait. D'une part ici le seuil qui permet de dire à partir de quel niveau de silence on considère que c'est vraiment un silence ou un bruit de fond. Ici, de combien de frames, ici c'est en frames que ça se calcule, non pas en millisecondes comme dans la page Fairlight. Donc de combien de frames est-ce qu'on veut un pre-head, c'est-à-dire le fait de couper un petit peu plus en amont. On voit par exemple que ici il a tendance à couper trop tard, donc je vais lui demander non, coupe un petit peu plus en amont. Voilà, 2 images, ça l'a pas mal. Et pareil pour l'arrière, le post-tail, voilà, coupe un petit peu plus derrière, pour être sûr qu'il ne coupe pas de trop. C'était vraiment le problème qu'on avait avec la première version du Remove Silence, il coupait de trop. Là vraiment, on peut choisir très précisément, ainsi que le nombre minimum d'images qu'il a le droit de couper. Si
Si on estime qu'un silence de 3 images, ça ne vaut pas la peine de le couper, eh ben, on va mettre, voilà, par exemple 20 images. Donc tout silence en dessous de 20 images, il y touchera pas. Dès que ça dépasse un silence de 20 images, là, il a le droit de le couper. Et en plus, il y a un petit bouton Crossfade Audio qui permet de rajouter, et c'est pas mal, un petit fondu entre les clips audio résultant de tout ça. Je vais faire un dézoom pour que vous voyez le résultat. Je clique sur Remove et vous voyez la rapidité aussi. Et ça y est, ça a tout regroupé, ça a retiré les silences, mais également la portion vidéo. Ça on l'a, le truc qui est parfait. Autre chose dans le keyframe editor, mais là dans l'autre keyframe editor, celui qui se trouve dans la timeline, celui qu'on active en appuyant ici, je vais un petit peu l'agrandir. Si on est dans la page courbe, il y a dorénavant également le menu action, qui est quand même plus facile pour aller modifier des keyframes. Très bienvenue. Les guides étaient arrivés dans la version 20.1, et bien la version 20.2 les améliore déjà. Les guides, c'est ce qu'on active ici dans le menu déroulant en choisissant guide et rouleur. Le rouleur, ça permet de facilement prendre un guide ici en étant dans cette partie qu'on appelle le rouleur et de descendre en cliquant. Ça rajoute un guide qui permet ensuite d'aligner soit horizontalement, soit verticalement des titres ou des éléments graphiques. Les nouveautés sont les suivantes, c'est que avant on pouvait choisir une couleur pour l'ensemble des guides, ce qui est des fois bienvenu puisque là actuellement j'ai un fond qui est plutôt bleu. Donc si mon guide était bleu, il n'aurait pas été très lisible. Là il est jaune, c'est super. Mais ça peut arriver que par exemple ici on ait un fond qui est noir et donc je vais mettre un guide blanc pour que ce soit bien clair. Et peut-être que au-dessus j'aurais quelque chose qui est très blanc et donc mettre un guide blanc, ça n'aurait pas été très utile. Maintenant, on peut changer les couleurs par guide. Beaucoup mieux. Pour cela, je clique sur l'un des guides. Par exemple, ici, je vais dans Guide Color et je vais choisir le noir. Et du coup, il ressort beaucoup mieux. L'autre amélioration, c'est qu'on peut également, dorénavant, cliquer pour faire un lock guide, donc pour empêcher ce guide de pouvoir être bougé. Et ce qui est bien aussi, c'est que dorénavant, on peut faire ce lock guide par guide, c'est-à-dire que ça peut être intéressant d'avoir un guide dont on a besoin absolument tout le temps, donc qui reste là et auquel on veut absolument pas qu'on touche, et des autres qui vont varier selon les besoins. Maintenant, on a le meilleur des deux mondes. Et les guides, ils étaient là dans la page Edit, mais il n'y avait rien en Fusion, c'est réglé. Vous allez dans la page Fusion, vous faites un clic droit, vous allez dans Guide, une page où vous choisissez bien Show Guides. Là, vous retrouvez les guides qu'on avait créés au sein de la page Edit, mais je peux également en créer ici, donc je fais un clic droit, je vais toujours dans Guide, je fais Add Resolve Guide, il me demande où est-ce que je veux le mettre, voilà, en termes de pixels. Là, je vais en créer un vert, je fais Add, et voilà, mon guide vert est là, et ensuite je peux le déplacer. Il n'y a juste pas le rouleur, c'est une façon différente d'ajouter un guide, mais après, une fois qu'il est là, ça revient au même, et on peut le déplacer facilement à la souris. Et si vous aussi, vous avez besoin d'un guide pour vous accompagner dans les méandres de DaVinci Resolve, il est peut-être temps de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la petite cloche, le petit pouce en l'air également, voire le bouton merci si vous voulez soutenir financièrement cette chaîne, ce qui serait bienvenu, pourquoi pas. Allez, on continue. La version 20.1 avait rajouté le tellement merveilleux Move Playhead to the Pointer, c'est-à-dire la possibilité d'assigner un raccourci au fait que dès que j'appuie sur ce raccourci, ma tête de lecture, boum, elle rejoint l'endroit où est ma souris. Ça c'est super, parce qu'on n'est plus obligé de cliquer dans ce tout petit machin rikiki pour déplacer sa tête de lecture. Je peux avoir mon pointeur ici, j'appuie sur le bouton et boum, il est là. Et si je le maintiens appuyé, ça se déplace. Donc ça, on l'avait déjà avant. Par contre, ce qui est nouveau, c'est qu'on a également ça dans les viewers source et dans le viewer timeline. Par exemple ici, mon viewer timeline, je vais dedans, je clique sur le même bouton raccourci que j'ai créé et je n'ai qu'à me déplacer dedans et je peux me déplacer dans l'entièreté de ma timeline. Je suis pas obligé d'aller cliquer dans le petit truc tout rikiki ici. Je peux directement déplacer dans le viewer même et pareil au niveau de la source. Petite nouveauté également dans la page Deliver. Ici, je vais dans la page Deliver. C'est au niveau du nommage. Par exemple, ici, je veux changer le titre. Voilà, j'appelle ça titre. Et vous savez peut-être que si on rajoute %, on a accès à un ensemble de métadata qu'on peut rajouter automatiquement et qui donc va remplir par rapport à la métadata. Mais il y a une nouvelle métadata qui est date. Ici, je vais dans date. Donc pas date recorded ni date modified, mais bien date. Et si je vais dans browse, il va automatiquement montrer le vrai nom qu'il va déduire de cette métadata, qui est donc la date actuelle, le jour d'aujourd'hui. Ici, on voit, quand j'ouvre Browse, effectivement, on est bien le 10 du 9 2025. Mais encore mieux, je peux faire après cette date, voilà, je vais faire un petit tiret, et puis de nouveau, je fais un petit %, et cette fois-ci, je vais prendre Hour pour Time Hour en mode 24 heures. On compte l'heure 11, 12, 13, 14, 15, là, jusqu'à 24, très bien. Puis je vais rajouter un petit H, et puis je fais de nouveau un %, cette fois-ci je veux les minutes, time minutes, et si je vais dans Browse, vous allez voir que ça fait effectivement la date suivie de 19H01 pour 19h01. Alors à quoi ça sert? Ça sert par exemple si vous avez plusieurs versions qui évoluent au fur et à mesure et que vous devez envoyer par exemple à un client ou à n'importe qui pour avaliser, pour être sûr que vous parlez bien de la même version, mais avec ça, il n'y a pas de doute, à chaque fois que vous faites un export, ça va calculer automatiquement la date et l'heure. Comme ça, vous êtes sûr que vous parlez de la même chose. Donc là, si je fais save et que j'envoie ça dans ma render queue, vous voyez qu'actuellement, il estime que time minute, c'est 19h02. C'est effectivement vrai. Là, actuellement, il est 19h02 au moment où j'enregistre ça. Donc, je peux lancer ici mon
mon render all et ça va me calculer tout en mettant 19h02. Mais si je laisse passer un petit peu de temps, bon, je vais m'occuper pendant ce temps-là. À présent, il est 19h03. Je lance mon render et automatiquement, vous voyez qu'il a mis à jour. Donc, il créera bien un nouveau fichier 19h03. Il va pas écraser l'ancien, il créera bien un nouveau fichier. Donc, vous n'êtes pas obligé à chaque fois de re-indiquer tout ce qu'on a fait. À partir du moment où il est dans votre render queue, vous pouvez utiliser le même job de render queue et ça créera à chaque fois un titre différent. Et vous avez exactement les mêmes metadata qui sont accessibles dorénavant dans la partie data burn in qui permet de rajouter des données carrément sur la vidéo. La version 20.1 avait permis de rajouter l'import des fichiers .webp, c'était bienvenu, mais il y avait juste un petit problème, c'est que lorsqu'on les importait, ils faisaient d'office une frame, même si on avait déterminé dans les user préférences qu'on veut que toutes nos images fixes fassent 5 secondes, ce qui est mon cas. Là, il tenait pas compte de cet élément, c'est-à-dire qu'il le considérait pas comme une image fixe. Dorénavant, il considère bien un WebP comme une image fixe, donc démonstration, je prends ici un fichier WebP, je le mets ici, et effectivement, il fait bien 5 secondes, là, bien en déplaçant qu'on n'est pas du tout sur une image, on a l'équivalent de 5 secondes, donc dorénavant, il suit bien mes user préférences. Les automations qu'on fait dans la page Fairlight au sein d'un bus vont dorénavant suivre si jamais on fait un ripple delete. Démonstration, là ici je suis dans la page Fairlight et vous voyez ici que j'ai fait une petite automation, voilà, qui est à peu près à la hauteur entre voilà l'ensemble de ces clips là et ce long clip ici, il est à peu près à la hauteur, voilà, à la même hauteur. Auparavant, si après j'allais faire un ripple delete par exemple de cette partie-ci, donc retirer cette partie-ci et reculer tout, mon automation elle aurait toujours été là, donc elle n'aurait pas été au bon endroit par rapport au clip. Alors que maintenant, démonstration, je vais faire à présent un ripple delete, je fais un point in, ensuite un point out, et je vais effacer avec un ripple delete, ça a tout reculé, voyons à présent si ça a bien suivi dans la page Fairlight, et effectivement, il est toujours bien à la fin de mon clip, alors que pourtant, j'en ai extrait une partie. L'automation a donc bien suivi mon ripple delete. Super. Dans la page edit était arrivé avec la version 20, je pense, ici le petit outil de VoiceOver qui est très pratique. Dans cet outil de VoiceOver, on pouvait sélectionner notamment le Enable 3 Second Countdown, donc un petit compte à rebours avant que ça commence à enregistrer. Dorénavant, lorsque je lance ça, écoutez bien, vous entendez qu'il y a un petit bip, 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 bip qui accompagne le 3, 2, 1, donc c'est encore un petit peu plus clair de manière auditive à partir de quand commencera l'enregistrement. Des améliorations de performance également, puisque tout ce qui est transcription audio et voice convert analysis pour le remplacement de voix par une autre voix est dorénavant plus rapide, jusqu'à 2 fois plus rapide sur macOS uniquement. Par contre, une autre amélioration jusqu'à 2 fois plus rapide, c'est le Surface Tracker. Ça, c'est tant sur macOS que sur Windows ou sur Linux, donc c'est toujours bon à prendre. Ensuite, j'ai aussi découvert des choses qui étaient pas dans la documentation, mais qui pourtant ont changé, et Dieu sait que j'en suis content. Je vous parlais tout à l'heure du Move Playhead to Cursor, qui permet de déplacer très rapidement la tête de lecture vers le curseur de la souris. Donc ça, par exemple, là, on est dans le mode tête de lecture normale, donc où on peut la déplacer de gauche à droite. Et si donc j'utilise ici mon Move Playhead to Cursor, ici je peux me déplacer comme ça. Mais avant, il y avait un gros problème quand on passait en Fix Playhead. Le problème était le suivant, c'est que avant, si par exemple je mettais mon curseur ici et que j'appuyais sur le même petit bouton, alors si j'appuyais une fois, ça pouvait en gros se déplacer à l'endroit où j'étais, encore que pas toujours, je vais vous expliquer pourquoi. Mais le problème c'était quand on maintenait le bouton, c'est-à-dire que quand je le maintenais appuyé, en gros ce que ça faisait c'est que plus la distance entre mon curseur et la tête de lecture était élevée, et plus la vitesse vers l'avant ou vers l'arrière augmentait. Donc par exemple, si mon curseur était à 2 cm de ma playhead, c'était par exemple vitesse de lecture x2, et s'il était à 4 cm, vitesse de lecture x4, et donc si à un moment on voulait faire stop, on était obligé de ramener ça exactement à la tête de lecture pour faire un stop. Bref, c'était pas du tout pratique. Maintenant, c'est pas pareil. Si je maintiens appuyé mon bouton Move Playhead to Cursor, quand je vais vers la droite, c'est tant que je me déplace qu'effectivement, il déplace la timeline. Une fois que j'arrête, elle s'arrête immédiatement. Donc d'une part, c'est très pratique, mais ce qui fait que du coup aussi, c'est beaucoup plus facile d'effectivement faire juste le bouton de raccourci, hop, et qu'il s'arrête réellement sur le clip où je suis. Parce qu'avant, si je déplaçais ma souris pour me positionner par exemple sur ce clip, je faisais ça, j'appuyais, et des fois, si ma souris bougeait encore un petit peu, eh ben, il avait tendance à aller encore beaucoup plus loin, donc j'atterrissais jamais exactement sur le clip que je choisissais. Maintenant, ça n'arrive plus, vraiment, il n'y a pas de problème. Je veux voir ce clip-là, hop, j'appuie, je suis là-dessus. Je veux voir celui-là, boum, je suis dessus. Je veux voir celui-là, boum, je suis dessus. Le seul petit bug que j'ai remarqué, c'est que des fois, je ne sais pas pourquoi, il veut que j'appuie 2 fois plutôt qu'une fois. C'est très bizarre. Je pense à encore un petit bug qui tourne. On verra comment ça va évoluer. Autre petite nouveauté, alors je suis pas sûr que c'est une nouveauté, vous allez me le dire. Il me semble pas qu'il y avait un compteur de clips avant dans les pistes. Vous voyez, par exemple, la piste vidéo 1, j'ai 21 clips. Piste vidéo 2, j'ai 3 clips. Et effectivement, là, si je prends ces clips que je fais copier et coller, ben, dorénavant, il indique 6 clips. J'ai pas l'impression que c'était là avant. Peut-être que je me trompe, hein. Mais en tout cas, c'est pas marqué dans la doc et moi, ça m'a surpris de voir ça, donc je pense que c'est nouveau. Et l'autre nouveauté qui, étonnamment, n'est pas dans la doc et que tout le monde annonce, c'est l'arrivée du Apple ProRes RAW. Enfin, on peut utiliser ce codec nativement dans DaVinci Resolve
Resolve. Ça, c'était attendu depuis longtemps. Ça m'étonnait que c'était pas dans la doc, mais j'ai fini par trouver une page sur le site de Blackmagic qui annonce bel et bien cette arrivée du codec. Donc ça y est, pour tous ceux parmi vous qui êtes fans du Apple ProRes RAW, vous pouvez enfin monter avec ce codec. C'est une bataille juridique qui a duré des années. Ça y est, c'est enfin résolu. On est bien content parce que c'est le genre de petite guéguerre qui arrange pas les utilisateurs en fait. Et donc maintenant, c'est réglé, c'est derrière nous. On peut enfin monter du Apple ProRes RAW. Voilà, ça c'est ce que j'ai préféré. Ce que j'aime bien aussi, c'est que vous regardiez d'autres vidéos de moi, comme celle-là. Voilà, ça j'aime bien aussi. Allez, salut!